Discours de Georges Clemenceau, le 22 juillet 1917, l'antipatriotisme devant le Sénat. Messieurs, sans aucun doute, sans aucun préambule, je prends la suite des nobles et belles paroles que vous venez d'entendre. Monsieur le ministre de la Guerre s'est trouvé au cœur même de mon sujet. Les derniers mois, les dernières semaines de la guerre, a-t-il dit, seront probablement les plus dures. Voilà une parole à méditer pour nous préparer à soutenir l'épreuve qui nous annonce. Les Japonais disent que le vainqueur est celui qui peut croire en un quart d'heure plus longtemps que l'autre qui sera vainqueur. Eh bien, il faut que nous parcourions ces derniers mois, ces dernières semaines dans les mêmes conditions que les premiers temps de la guerre. Ah oui, il faut prononcer les mots difficiles et quand on les a prononcés, avoir le courage de les réaliser. Il faut que la France ne soit qu'une, avez-vous ajouté, que l'armée soit réunie en un bloc. Sans les interruptions, vous auriez ajouté encore le front et l'arrière et toute la France. Je supplie qu'on me laisse parler sans interruption. Ma tâche est difficile parce que nous sommes tous d'accord, à commencer par le ministre que j'interpelle. Parfaitement, je citerai le moins de documents possible, mais je pourrais vous lire les instructions qu'il donne et qui sont conformes à tout ce que je peux demander, à tout ce que je veux, à tout ce que vous pouvez souhaiter. Si je suis à cette tribune pour le contredire, c'est apparemment qu'il y a une faille quelque part. Et cette faille n'est pas facile de la découvrir lorsque tous les pouvoirs des ministères se combinent pour vous empêcher. Je supplie donc mes collègues qui m'approuvent ou me désapprouvent de vouloir bien me laisser suivre ma pensée. Je le ferai en évitant toute personnalité. Je ne vise aucun but politique et n'en veux viser aucun. Je vais voter l'ordre du jour de confiance au gouvernement. Si l'on m'en donne les moyens, j'ai applaudi à l'excellent discours de M. Painlevé. J'applaudirai aux déclarations certainement excellentes que fera M. le Président du Conseil. Si j'en juge par ce qu'il a dit à la Chambre, il me permettra de l'approuver dans un de ses discours à la Chambre, et je ne crois pas l'offenser en le lui disant. Mais si cependant il y a des points, celui dont vous venez de parler, sur le vouloir, monsieur le ministre de la Guerre, des organisations d'administration, de gouvernement et de guerre, où il y a eu des frictions, des organes qui marchent mal, des coincements, des cris, des douleurs, des révoltes, des mouvements qui peuvent nous inquiéter pour nous tous, Français qui sommes ici, nous ne devons point les passer sous silence. Hier, Kerensky a eu le courage de dire ce qui était arrivé sur le front russe. Il y a eu des mutineries, a-t-il dit, des régiments ont passé à l'ennemi, drapeau en tête et le front russe a reculé. Ce n'est rien, la Russie s'est reprise. Elle a à sa tête un homme de gouvernement. Je viens donc tout de suite au cœur de mon sujet. Cette discussion n'est que le prolongement d'un débat qui a eu lieu entre monsieur le ministre de l'Intérieur et moi lors d'un de nos derniers comités secrets. Je suis monté à cette tribune, j'ai apporté 3 documents. D'abord, une instruction de monsieur le ministre de l'Intérieur ordonnant à ses préfets de poursuivre avec la dernière rigueur tous ceux qui feraient de la propagande. Je ne veux pas dire pacifiste, ce n'est pas le mot, mais la propagande antipatriotique en France. Cette circulaire était excellente. Je l'ai complètement approuvée. J'ai en même temps apporté 2 autres documents. Le premier était un rapport d'un préfet qui demandait à poursuivre un acte de propagande déterminé. L'autre, une note de monsieur le ministre de l'Intérieur qui lui en refusait le droit. J'ai demandé à monsieur le ministre comment il pouvait concilier des ordres de poursuivre avec des interdictions de poursuivre. Et malgré toute sa subtilité, il n'a pas pu concilier ces 2 choses. Voilà 7 ou 8 mois qui ne les concilie pas davantage pour ne rien dire de plus. Que m'a-t-il donc répondu? Il m'a répondu « Je ne veux pas porter la main sur les organisations ouvrières ». C'est bien là votre réponse, monsieur le ministre. Nous avons répliqué « Comment pouvez-vous faire insulte aux organisations ouvrières dont les vrais représentants sont dans la tranchée ?» En les confondant avec des misérables qui écrivent des choses dont je vais donner lecture tout à l'heure, et qui feront facilement l'unanimité parmi nous.
Comment pouvez-vous prétendre que vous ne voulez pas toucher à ces hommes parce que ce sont des représentants de la classe ouvrière? Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans sa parfaite franchise, nous a dit: j'ai interdit de faire des perquisitions dans les bourses du travail. Et j'ai répondu: comment voulez-vous jamais mettre fin à la propagande antipatriotique s'il y a, comme pour les églises au Moyen-Âge, des lieux d'asile où elles puissent s'instituer avec certitude de n'être jamais poursuivies? Notre conversation en est restée là. C'est celle qui va être continuée. Monsieur le ministre m'a répliqué: je ne parle pas de la réplique de tribune. Monsieur le ministre a mis quelques mois à me faire connaître ses répliques. Il y en a eu 3. Une qu'on essaiera peut-être d'apporter à cette tribune. Je commence par la repousser et j'avertis monsieur le ministre que je ne le suivrai pas sur ce terrain. Nous avons tous reçu un journal où je suis personnellement vilipendé sur la manière dont j'ai compris le respect de la République dans certaines opérations de grève. Vous pensez bien que je ne viens pas me défendre. Ce n'est pas moi qui suis interpellé, ce n'est pas moi qui suis au gouvernement. J'ai fait ce que j'ai cru devoir faire, et je crois que ce n'était pas si mal, puisque quand je suis venu défendre la Chambre, j'ai eu le plaisir d'avoir votre voix que je ne vous ai pas demandé. Je n'insiste pas, je ne suis rien du tout. Je suis un vieillard qui arrive à la fin de sa vie politique et qui a cette chance extraordinaire au moment où il n'a plus rien à espérer, à attendre, ni presque à regretter, d'avoir combattu bien ou mal, poursuivant son idéal, essuyant toujours de se limiter, et à droite et à gauche, en se garant à la timidité de la surenchère. Je me suis trompé, c'est possible, c'est même probable, c'est même sûr. Nous sommes tous faillibles, ce n'est pas la question. Je ne savais que cette guerre viendrait, je l'ai annoncé 1000 fois, j'ai averti tous mes concitoyens, je ne croyais pas la voir et je m'en allais content de ne pas l'avoir vue. Elle est venue comme vous tous, j'ai passé là les 3 années les plus poignantes de ma vie. Croyez-vous que je fais la politique pour le plaisir d'être à mon banc et de prononcer des discours à cette tribune? Cela, je n'ai jamais commencé à le faire et dans tous les cas, ce serait fini. Maintenant, ce n'est pas cela qu'il s'agit. Il s'agit de ce que m'a dit monsieur le ministre de la Guerre. Je me cramponne à vous, monsieur le ministre, je vous tiens et ne vous lâcherai pas. Vous me servirez d'arme contre votre collègue du cabinet. La question, vous l'avez posée, de la seule manière possible. Nous sommes en guerre, mais il ne s'agit pas des anciennes guerres, pas même des guerres modernes. Le monde entier se bat. Les neutres espionnent, trahissent, les combattants se font tuer d'une façon prodigieuse, comme cela ne s'est jamais fait. Il y a quelque part de vrai Verdun, un immense trou d'obus, grand comme la moitié de cette salle, dans lequel 2 hommes sont enterrés, enfoncés l'un dans l'autre, le français les dents sur le boche. Ils sont là dans leur trou comme le symbole de cette guerre. Derrière eux, il y a le monde civilisé. La vie du monde entier se joue. Tout ce que l'homme a voulu, tout ce qu'il a espéré, tout ce qu'il a essayé d'atteindre va lui être arraché. C'est le plus grand événement de la vie du monde. Nous en avons les joies, nous en avons les douleurs. Quand la guerre a commencé, j'ai cru que l'union pouvait se faire sans récrimination entre les Français. Je l'ai dit, j'ai dit que je n'avais plus d'ennemis. En quelques mois de là, je récriminais, je protestais, j'étais de l'opposition. Pourquoi au moins accordez-moi la faveur de penser que dans mon désintéressement, je n'avais pas grand mérite. Un mouvement d'idéalisme me faisait croire que peut-être dans un temps assez rapproché, toute la France pouvait se jeter sur l'Allemagne avec l'Angleterre et remporter une victoire immortelle, qui aurait dépassé tout ce que les fastes de l'histoire ont enregistré de plus beau. Cela ne nous a pas été donné. Les Allemands étaient trop préparés et nous ne l'étions pas assez. Une organisation de tous les moyens, sans l'horreur, sans l'honneur, tout l'honneur, sans une organisation suffisante de moyens. Voilà la vérité. Tous les peuples sont venus et l'Amérique longue à venir, mais elle viendra. Elle viendra non pas avec des armées préparées, avec ces vieilles armées de l'histoire qui ouvraient des tranchées au son du violon et qui, sous les balles, sous les boulets, donnaient des sauteries, des danses. Non, non.
Ce sont des peuples qui se jettent les uns sur les autres pour en finir avec la barbarie, pour en finir avec la sauvagerie. On fera le gouvernement qu'on voudra, les hommes se gouverneront comme ils l'entendront, ils se tromperont et commettront encore des crimes, c'est la fatalité de l'humanité. Mais au moins il y aura un cadre de droit, de liberté, de justice, d'honneur, de respect de soi-même, de respect de l'humanité, qui fera que l'humanité deviendra telle que l'homme qui travaille paisiblement à son foyer pour faire vivre sa femme et ses enfants ne sera pas chaque jour exposé à apprendre tout à coup qu'une dépêche vient de traverser les airs et lui dit « c'est la guerre, prends ton fusil, va te faire tuer, c'est horrible ». Ah, ils sont pacifistes ces messieurs, pacifistes avec des bombes. On vous lira tout à l'heure le dossier de ces pacifistes que M. Malvy reçoit dans son fêtement condamné pour fabrication d'explosifs. Non, ce n'est pas cette paix qu'il nous faut. Nous voulons la paix intérieure et la paix au dehors. Nous voulons toute la paix. Eh bien, qu'est-ce que M. Malvy m'a répondu? Je laisse les journaux qu'il fait distribuer parmi nous. Je n'y réponds point. Il a dit à ses amis, car cela m'est revenu de tous les côtés, immédiatement. Ah ah, moi, je n'ai pas voulu appliquer le carnet de M. Clémenceau. Ah ah, moi, je n'ai pas voulu appliquer le carnet B. Clémenceau m'a conseillé de l'appliquer. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est le carnet B. Si j'avais écouté Clémenceau, j'aurais arrêté les anarchistes et la mobilisation qui a été un grand succès se serait passé dans les coups de fusil. Il ne m'a pas fait cette réponse directement puisqu'il était venu me consulter. Il aurait pu me faire l'honneur de me rendre visite à nouveau pour me dire pourquoi il n'avait pas suivi les conseils que je lui avais donnés. Il a fait une autre réponse. Il a amplifié devant la Chambre la réponse qu'il a faite au Sénat. Il a déclaré que toutes les grèves qui avaient eu lieu depuis le commencement de la guerre étaient d'ordre purement économique. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il en est. Il a ajouté enfin qu'il fallait respecter la classe ouvrière dans ses formations syndicales et bien qu'il ne l'ait pas dit, il fallait nous attendre à ce que les formations syndicales puissent être un asile impénétrable à la justice française puisqu'elle devait s'arrêter à leur seuil. Je commence par le carnet B. Sur quoi je suis en défense parce que contrairement à ce qui devait arriver, c'est moi qui suis l'interpellé. C'est moi que M. Malvy visait lorsqu'il a fait à son ami Almeida du bonnet rouge la confidence que je viens de vous rapporter, car ce M. Almeida est un de ceux qui je la tiens par l'intermédiaire de son journal. Je n'ai pas l'honneur de le connaître autrement. Quant à l'autre question dans la dernière séance de la Chambre, j'ai peut-être eu légèrement interpellé. Un des principaux orateurs a même fait un petit article pour me demander si j'avais entendu parler du carnet B. Je crois bien, le carnet B est un carnet. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il existe et souvent, quand j'étais au ministère de la place Beauvau, le directeur de la sûreté m'en a parlé. C'est un carnet sur lequel on inscrit les noms des hommes qui pouvaient être dangereux. Non seulement au jour de la mobilisation, comme M. Malvy a eu l'air de le croire, mais pendant toute la durée de la guerre, s'ils ne réussissent pas à faire au moment de la mobilisation et le mal qu'ils projetaient de faire. Ils en sont quittes pour remettre cela à un peu plus tard. Voilà de quoi M. Malvy ne s'est pas avisé, pour vous montrer d'un coup où peuvent nous mener les résolutions à prendre à l'égard de cette sorte de gens. Je veux me borner à constater qu'il y en a en France une catégorie d'individus qui se disent antipatriotes. Étant donné le cabotinage qui n'est pas exclusif à la politique, quoi qu'on en dise, étant donné le cabotinage de certains milieux, on pourrait croire que c'est une espèce de cocarde de plume ou chapeau que ces gens se mettent pour se faire distinguer comme il est arrivé à l'un d'eux, qui en un tour de main, après avoir fait la pire propagande antipatriotique, a prétendu défendre la patrie contre nous-mêmes. Messieurs, il faut que vous sachiez quelle sorte de position ces gens prétendaient occuper, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont projeté. Ceci remonte loin, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, je ne donnerai pas des citations que dans la plus faible mesure possible,
mais il m'est nécessaire d'en donner pour faire comprendre exactement où nous en sommes et comment cette question se pose. Vous avez entendu parler du soldat, de cette organisation qui, sous prétexte de distraire les soldats à la caserne, les emmenait dans des réunions où on leur prêchait l'antipatriotisme. Vous avez entendu parler du manuel du soldat, tiré à 85 000 exemplaires, dont l'auteur, M. Yvetot, fut poursuivi devant les assises de la Seine, car en ce temps-là, on poursuivait et acquittait le 30 décembre 1903. Il contenait des passages comme celui-ci. Tant que cette religion imbécile de la patrie continuera à nous être imposée, nous serons ses esclaves. La patrie n'est qu'un mot. L'armée n'est pas seulement l'école du crime, c'est l'école du vice, de la fourberie, de la paresse et de la lâcheté. On l'a poursuivi et savez-vous qui à une époque poursuivait le plus sévèrement, c'était le ministre de l'Intérieur actuel, M. Valmy. Il était alors sous-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur d'un cabinet Caillou. Le 6 juillet 1911, le gouvernement, en vertu de la loi de 1894, dite loi scélérate, ordonnait des perquisitions au siège de la chambre syndicale de la maçonnerie. M. Malvy n'avait pas en ce temps les scrupules qui lui sont venus depuis sous leur organisation syndicale. Il perquisitionnait très bien, des poursuites furent intentées contre les 3 dirigeants de cette organisation. Je fais observer à M. Malvy que je suis plus libéral que lui, car si j'ai fait condamner son ami Almeida à 2 ans de prison et Hervé à presque autant, j'ai donné pour ordre en arrivant au ministère de ne pas poursuivre au nom des lois de 1894, pour la raison que le gouvernement se trouvait suffisamment armé et n'avait pas besoin des lois d'exception. Je l'ai prouvé en mettant ces gens-là en prison, et je vois que M. Malvy partageait mon sentiment. Mais alors qu'il pouvait poursuivre en vertu des lois de droit commun, il n'a pas hésité à s'adresser aux lois scélérates. Cela atténue un peu les principes de libéralisme et de générosité à l'égard de ces individus dont il fait preuve aujourd'hui. J'ai nommé M. Almeida, j'ai ici le dossier de la sûreté. Je pense que M. Ribot ne le connaît pas. S'il a jamais envie de le connaître, je mets mon exemplaire à sa disposition. Il est plus sûr que celui du ministère de l'Intérieur, où il y a souvent des feuilles arrachées. Monsieur, comme je vais être obligé de revenir sur M. Almeida à propos du carnet B, je ne vous lirai pas ce dossier où figurent ces condamnations d'une très grande étendue et pour des raisons très variées. Il est évident que M. Almeida n'a pas eu une vie ordinaire et il continue, mais lui aussi a des principes. Il pose la question d'une manière très nette qui ne permet pas un moment d'hésitation. Voici ses principes. Daté de 1907, 11 mai, dans une conférence antimilitariste à Reims, sur le sujet patrie et caserne, M. Almeida s'exprimait ainsi. Actuellement, notre propagande doit se traduire par des actes sérieux. En cas de guerre, il faut prendre l'engagement de ne pas marcher. Les prolétaires ne doivent pas se borner à dire « nous ne marchons pas ». Ils doivent faire en sorte de jeter la perturbation. Les femmes, les enfants, les vieillards, les adultes doivent se rendre à l'égard pour empêcher le départ des conscrits et conseilleront aux réservistes de ne pas rejoindre. Tout citoyen doit être antipatriote. Il doit lui indifférer d'être allemand ou français. Cela est clair et pourra me dispenser de beaucoup de citations. Comment l'auteur de ces paroles a-t-il pu trouver accès amical dans tous les départements du ministère de l'Intérieur? C'est que certain, ce qui a été constamment reçu, j'ai pu vous donner cette information connue une demi-heure après, qu'avant-hier matin, il était dans le cabinet de la sûreté à une heure que je pourrais préciser si je perdais mon temps à chercher dans ma poche. Vous allez revenir M. Almeida dans l'affaire du carnet B, car lorsque M. Malvy me faisait l'honneur de venir me voir, j'ai bien appris par la suite que c'était un peu dans l'intention de semer et au besoin de faire fleurir quelques-unes de ses responsabilités sur le paillasson de mon escalier. Il y avait cependant chez lui une très grande part de sincérité. Je dois rendre cet hommage à ses hésitations, à son trouble, et je suis évidemment sûr qu'à ce moment, aucune décision n'était prise, pas plus avant qu'il vint me voir qu'après sa visite,
ainsi que je le disais tout à l'heure. Mon attention a été appelée. C'est un hasard qui avait mis cet article du bonnet rouge dans ma main, parce que je ne suis pas abonné sur un article intitulé Vive le cabinet. Il a piqué ma curiosité. Monsieur Amereda célébrait le cabinet parce que Monsieur Malvi en faisait partie et il se vantait même de l'avoir fait entrer. Il avait écrit un article où il déclarait que Monsieur Malvi était indispensable au gouvernement de la France à son point de vue et qu'un cabinet ne pouvait être formé sans Monsieur Malvi. Bref, Monsieur Malvi est ministre, Monsieur Amereda sont prêts d'écrire que tout va bien marcher. Ils n'osent pas dire absolument que c'est à lui qu'on le doit, mais il ne s'en faut pas de beaucoup. On comprend donc qu'aussitôt après, il se soit hâté d'aller voir M. Malvi pour lui parler du carnet B. Voilà un sujet de conversation tout trouvé. Je ne vous ai pas dit ma réponse à M. Malvi. Je vous avoue qu'elle n'est pas inscrite en lettres d'airain dans ma mémoire. Et M. Malvi me rectifiera si je me trompe. Et la position que je vais prendre à l'égard du carnet B vous montrera que cela n'a aucune importance quant au récit que je vais faire. Je me souviens qu'au moment où M. Malvi partait, il m'a dit « Vous pensez probablement qu'il faut faire fonctionner le carnet B. » A-t-il dit « Faire fonctionner ou arrêter, cela importe peu. » Il m'a dit que ces mots sous la forme d'une interrogation au moment où il s'en allait. J'étais debout, j'en suis certain, je me levai de ma chaise, je lui ai presque sûrement répondu « Je ne crois pas qu'on puisse faire autrement. » Quand on se trouve en face de gaillards qui écrivent ce que j'ai montré tout à l'heure, il faut garder tous les points stratégiques, les gares, les frontières, les endroits déterminés d'avance, car il suffit d'un de ces messieurs qui n'ont pas de patrie et ne veulent pas qu'on aille se battre pour troubler toute la mobilisation. Les gouvernements sont donc excusables et M. Malvi, je le reconnais certainement, puisqu'il a agi comme j'ai agi moi-même. Quand j'ai été ministre, je veux dire qu'il a inscrit au carnet B les noms des gens susceptibles de se livrer à ces actes répréhensibles pour aviser une fois l'état de siège proclamé selon ce que les événements pourraient condamner. Si M. Malvi a cru comme M. Amereda, je demande pardon de cette familiarité, mais c'est plus commode. Si M. Malvi a cru que l'on était obligé d'arrêter tous ceux qui sont inscrits dans le carnet B par principe sans rime ni raison, il s'est trompé. Il ne s'est jamais s'agit de cela. Tous ces gens ont été inscrits afin que l'on révisât leur dossier au jour le jour. Il fallait savoir ce qui s'était amendé, ce qui s'était remis au travail, ce qui était rentré dans l'ordre, et ce qui au contraire persévérait. Dans ce carnet, on en entre et on sort comme dans un mystère. Le plus curieux, c'est que M. Malvi a fait fonctionner ce carnet sans le savoir, comme il sait rarement ce qui passe dans son ministère. Ce n'est pas étonnant. Les principes de carnet B, je ne veux pas les dire à M. le ministre de l'Intérieur, mais l'homme du plus médiocre bon sens sait qu'il faut y ajouter et en retrancher. Car il y a tout un ensemble à surveiller. Je ne suis pas un ministre, je me tiens bien tranquille dans ma chambre. Je vois arriver M. Malvi, je lui donne une poignée de main et alors il me demande ce que je ferai. Ensuite, il s'en va et je serai responsable. Dans ce carnet figurent 6000 individus. Il faudrait peut-être en retirer 1500. Mon sentiment est que si l'on arrêtait et si l'on poursuivait légalement une quinzaine d'individus, pas davantage, tout le reste pourrait être en paix. C'est devant ces 15 individus que le gouvernement recule. Ah, je le prouverai, qu'on ne me fasse pas de dénégation, qu'on ne m'oblige pas à dire, puisque je n'ai résolu de dire, à cette tribune. Sinon, je demanderai un nouveau comité secret. Je ne monte pas à cette tribune pour mon plaisir. À mon âge, on a peur d'être écrasé par sa cause. Si l'on n'obtient pas le résultat qu'on cherche, on craint de rentrer chez soi désolé, en se disant « je ne suis plus bon à rien, je ne puis plus rendre aucun service à la patrie, il faut que je m'en aille ». J'ai cherché à situer les questions et les hommes, et il ne s'est jamais agi de coffrer 1500 ou 2000 individus sans savoir pourquoi, ni d'en faire un bloc sans choisir. La police est la police, elle a ses dossiers, ses informations, elle doit se guider là-dessus. Mais tandis que nous avions cette conversation, fort agréable d'ailleurs pour moi,
et dont vous voyez que j'ai gardé un bon souvenir. Il y a quelqu'un qui s'occupait aussi de la question, c'était M. Almereda. Je n'ai jamais vu le carnet B, mais ce serait à désespérer de Dieu et des hommes si M. Almereda n'était pas sur le carnet B. Il y était et il le savait bien. Il savait aussi que l'homme qui détenait le carnet B était celui dont il venait de célébrer l'arrivée au ministère. Alors vient un long compte rendu. Je ne veux pas vous lire tout l'article, c'est dommage. Si vous pouvez vous procurer son numéro, je vous engage à l'acheter. Cela vous fera passer un bon moment. C'est le numéro du Bonnet Rouge, 31 octobre 1915. Je vais vous en lire 2 ou 3 passages. Monsieur Almereda, lui aussi, comme Monsieur Malvy, a ses opinions sur le carnet B. Il espère bien qu'elles vont se trouver conformes à celles de Monsieur Malvy. Voici ce qu'il écrit. J'allais voir Monsieur Malvy. Il dit, Malvy, je lui dis, que faites-vous avec le carnet B? Et Malvy me dit, ah, je suis bien content que vous me parliez de cela. Ma foi, il n'y avait pas de quoi être si content de parler du carnet B, un inscrit du carnet B. C'était ma préoccupation la plus vive. Je lui dis, c'est Monsieur Almereda. Il ne faut arrêter personne. C'est le mot d'ordre, il a été obéi. Si vous arrêtez les militants de la classe ouvrière, voilà monsieur l'argument de monsieur Malvy, les anarchistes, ces gens qui vous disent qu'ils n'ont pas de patrie, qu'il faut empêcher les soldats de partir pour la frontière, qu'il faut que le non-patriotisme entre en action, sont les mêmes qui se déclarent les militants de la classe ouvrière. Vous pourrez chercher dans le dossier de monsieur Almereda, il n'a jamais été ouvrier de sa vie. On croit qu'il a été pendant une semaine ou 2 apprenti photographe. Cela ne suffit pas pour faire un ouvrier. Les militants de la classe ouvrière, alors je compris, moi innocent, pourquoi ici à cette tribune, M. Malvy m'a dit, vous allez porter la main sur la classe ouvrière. C'est la théorie des anarchistes et cela pour une raison bien facile à comprendre. Si les antipatriotes faisaient une organisation d'antipatriotisme, il n'y viendrait personne. Alors que font-ils? Ils entrent sous couleur d'intérêt corporatif, ayant un métier plus ou moins vague dans une organisation ouvrière. Et lorsque nous voulons les poursuivre, on dit « Vous attaquez les corporations ouvrières ». Moi, je réponds « Je veux les défendre ». Ils se font des corporations ouvrières un bouclier, très bien. Mais un bouclier pour ceux qui ne le veulent pas regarder au-delà. Et je suis de ceux qui, surtout dans la situation où nous sommes aujourd'hui, prétendent qu'il faut regarder au-delà. De cela, les preuves abondent, j'en ai partout. Alors, nous enregistrons au passage cette bonne réponse de M. Almereda. Si vous arrêtez les militants de la classe ouvrière, c'est l'obligation pour notre presse de vous attaquer. Ah ah! Cela devient grave, on attaquera Malvy s'il ne défend pas les intérêts de la classe ouvrière. C'est le groupe parlementaire socialiste contre vous. C'est une calomnie. Pour m'expliquer tout de suite à propos des organisations ouvrières et des antipatriotes, je viens de vous montrer ceci entrant dans des corporations pour s'en faire un bouclier et partout à l'action, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais en rendre les corporations responsables, ce serait une folie. La corporation ouvrière n'en est pas plus coupable que la Chambre ne peut l'être des réclamations de M. Brison. Par exemple, malgré les excentricités duquel nous demeurons en faveur du régime parlementaire, de même que malgré la présence d'antipatriotes dans les organisations ouvrières, nous demeurons les plus fermes soutiens de ces organisations. M. Chéron me rappelait l'autre jour que je suis le premier à avoir déposé un projet de loi pour le syndicat professionnel. J'avoue que je l'avais oublié, je m'en vante d'ailleurs, mais je me vante surtout de pouvoir affirmer que jamais je ne changerai à porter atteinte à la patrie. Je la mets au-dessus de tout. Ce point écarté, je ne crois pas faire beaucoup de concessions à mes adversaires en disant qu'il ne faut toucher en rien aux libertés des syndicats ouvriers. C'est la raison d'être de la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Par lui-même, il faut bien dire que lorsque nous décrétions la démocratie en la créant sur du papier, nous ne lui donnions pas la vie. Il faut que l'éducation des hommes se fasse. Elle n'est possible que par la pratique.
Nous avons le devoir de leur assurer la liberté contre les envahissements du pouvoir, mais aussi contre ceux de l'anarchie. Tout cela est superflu. Je suis attristé qu'on nous oblige à protester contre les intentions qu'on nous prête à l'égard de la liberté des syndicats ouvriers. Qui est-ce qui a jamais parlé de cela? Monsieur Malvy est allé dire à la Chambre: nous ne mettrons pas des troupes dans les rues. Qui a réclamé cela? On a pu croire que cette demande avait été faite au comité secret qui venait justement d'avoir lieu. Or, on n'en a pas parlé, on n'a pas dit un mot, jamais nous nous permettrons pareille chose. Vous voyez, messieurs, que chemin faisant, nous recueillons cependant un certain nombre d'indications assez intéressantes sur la façon dont un carnet B a été mis de côté. Nous en verrons les résultats tout à l'heure. Je vous assure, messieurs, qu'en entrant dans ces détails, je n'ai d'autre pensée que celle de rendre service à mon pays. Vive la France, vive la République française, vive Clémenceau.